Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 7 mars 2024 et vous êtes bien sur UGOP Radio, la web radio citoyenne et associative du 12e arrondissement. Aujourd'hui, c'est l'émission Portrait, c'est d'ailleurs le 2e épisode. Portrait est un programme qui vise à mettre en lumière des personnes au parcours de vie original, offrant une source d'inspiration à travers des histoires authentiques et captivantes. Ce format se déroule à huis clos, favorisant une ambiance intime et chaleureuse, où l'animatrice radio et l'invité sont engagés dans une discussion unique. Et d'ailleurs, pour ce second portrait, aujourd'hui, j'ai à mes côtés Jean-Luc Romero-Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Vous êtes un homme politique français aux nombreuses activités engagées, toutes tournées vers un seul but, c'est l'humain. Avec un parcours de vie qui suscite l'admiration, je dirais. Vous êtes présent sur tous les fronts des luttes sociales. Vous êtes particulièrement impliqué dans la lutte contre le sida et la lutte pour l'euthanasie. La lutte pour l'euthanasie, et vous êtes à la tête de 2 associations, ADMD et ELCS. Vous êtes un défenseur inlassable même des droits et de la dignité humaine, et on peut dire que vous faites de votre vie un combat. Donc merci déjà d'avoir accepté d'être interviewé par moi. Merci de m'inviter, merci surtout. beaucoup. C'est moi, vous invitez, c'est un plaisir. Plus vous êtes Donc, dans un arrondissement que vous m'est connaissez cher, très donc bien, surtout. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse de manière un peu chronologique. Voilà, je veux qu'on commence par vos débuts, tout ce qui se passe en ce moment, même votre futur, c'est ce qui m'intéresse énormément. D'ailleurs, si je peux me permettre, en 1998 jusqu'à 2020, vous avez commencé d'ailleurs à être conseiller régional d'Île-de-France, donc ça a été vraiment tous vos débuts. Et en faisant des recherches sur vous, en fait, j'aime bien commencer déjà par vous poser une première question, c'est celle que je me suis posée en faisant des recherches sur la personne. Et la première chose que je me suis dit, c'est comment on fait pour être autant engagé dans plusieurs causes, plusieurs luttes sociales, tout en étant surtout un homme politique. Vous avez plusieurs casquettes. Comment on fait ? C'est ça qui m'a étonnée. Comment on fait ? Parce qu'on est passionné, mais bon, moi, je sais, j'ai une façon de vivre la vie qui est peut-être différente des autres, parce que assez jeune, voilà, j'ai été infecté par le virus du VIH, du sida. J'ai vu, vous qui êtes très jeune, c'est quelque chose que vous pouvez même pas imaginer. À votre âge, à 20 ans, à 25 ans, j'ai vu mourir tous mes amis qui avaient 20 ans, 25 ans, qui avaient 30 ans. Et donc, quand vous vivez une chose aussi terrible, et c'est vrai que quand j'étais arrivé à Paris, je m'étais fait tout un réseau et j'avais énormément d'amis gays, évidemment. Les voir tous disparaître les uns après les autres, c'est terrible, c'est une violence absolue. Et moi, j'ai eu la chance de survivre, de passer cette époque absolument horrible. Et ça vous donne à la fois une envie différente de vivre que les autres, je pense, de profiter du moment présent. C'est pour ça que le moment présent a toujours été quelque chose pour moi important. Ici, on en parle beaucoup, mais en réalité, ça n'existe pas. Les gens se pensent toujours à ce qu'ils vont faire le lendemain ou le surlendemain, et ils n'ont même pas l'imagination de se dire qu'ils seront peut-être même pas là le surlendemain. Et donc ça m'a donné ça, puis ça m'a donné le goût de vivre aussi et une certaine responsabilité. Vous savez, quand vous avez vu perdre tous vos amis, vos amours, vos amants, vos proches, et que vous êtes là, vous dites mais pourquoi moi je suis encore là et pourquoi eux ils sont tous partis ? C'est une vraie injustice quelque part, et ça vous donne une responsabilité. Et je pense que c'est un peu pour ça que voilà, j'ai envie de me battre à la fois pour eux et puis aussi pour moi, parce que c'est aussi une façon de rester vivant. C'est poignant ce que vous dites, et justement on va y revenir d'ailleurs sur tout ce que vous avez dit, mais la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez toujours voulu plonger dans la politique et l'engagement ? Est-ce que depuis petit, vous êtes là-dedans ? Est-ce que vous avez baigné dans une famille qui était déjà très engagée ou politiquement engagée ? Ou non ? Ah bah j'ai aussi, si j'ai le virus du VIH, j'ai le virus de la politique. Bah écoutez, moi je suis issu d'une famille d'immigrés espagnols qui ont fui le franquisme et très politisés. Alors pas mes parents, mais mon oncle notamment, qui était un militant communiste vraiment acharné. Et puis vous savez, à l'époque, quand vous étiez étranger, si vous faisiez de la politique, du syndicalisme, etc., vous étiez expulsé. Et cet oncle a été expulsé de France parce que, mais on l'a caché. Enfin, il
il a été caché. Enfin, moi, bien avant que je sois là, mais ses parents, sa famille, tout ça l'ont caché. C'est un oncle dont j'ai été très proche. Il vivait au Luxembourg, un vrai militant communiste qui à la fois m'a donné le virus de la politique, mais surtout m'a pas donné le virus du communisme à l'époque, puisque le communisme était très, comment dire, homophobe, si on peut dire. Et comme j'y ai rencontré chez lui beaucoup de dirigeants de l'Est qui tenaient des propos, moi j'avais 8 ans, 9 ans, et j'entendais des choses sur l'homosexualité terribles, et je sentais au fond de moi-même que j'étais différent. Et ça m'a pas donné le goût du communisme du tout. Par contre, ils ont beaucoup changé maintenant, et il n'y a plus de problème, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'un peu terrible. Mais au final, c'est lui qui m'a donné ce goût-là, et ouais, très très jeune, j'ai eu envie je me suis passionné pour la politique. De toute façon, j'ai hésité entre 3 choses quand j'ai grandi. C'était faire de la politique, c'était être journaliste. C'est vrai, d'accord, donc depuis très jeune, ou faire médecine, vous voyez. Okay. Et comme j'étais pas bon en maths, je me suis dit médecine, alors que je m'étais quand même, juste après mon bac, inscrit à la fois dans une fac de droit et dans une fac de médecine. D'accord. Et pour finir, j'ai été à la fac de droit. Ok, d'accord, génial. Et du coup, oui, donc, mais est-ce que vous avez aussi eu un événement personnel du coup, qui a pu façonner votre vision du monde pour vous lancer dans la politique de cette manière? Je vous dis, c'était d'abord une opposition à ce communisme, au stalinisme de l'époque. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé, j'ai été, pendant un certain nombre d'années, j'ai été au parti gaulliste, qu'on qualifiait de droite à l'époque, mais qui pour moi était ce qu'on appelait la troisième voie entre le gaullisme et le capitalisme et le communisme. Je trouvais que c'était intéressant à l'époque, parce que moi je vivais dans le Pas-de-Calais, dans une petite ville du Nord, et je voulais faire de la politique. Je pouvais pas être communiste par rapport à ça. Le Parti socialiste, à ce moment-là, c'était surtout un parti de professeurs, etc. C'était pas mon milieu. Moi, j'étais un milieu d'ouvriers. L'UDF, qui était le parti centriste de l'époque, qui était important, je pouvais pas y être non plus, parce que là, c'était les médecins, les pharmaciens, les avocats. Et il y avait le parti de Chirac, qui était un parti où il y avait tout, quoi, des ouvriers, des chefs d'entreprise, etc. Et je me suis retrouvé pendant un certain temps, jusqu'au Pax, plutôt bien dans ce parti, avant qu'il dérive totalement à droite, puisqu'aujourd'hui, évidemment, ce qui reste de ce parti-là, c'est-à-dire les Républicains, n'a plus rien à voir avec ce à quoi j'avais adhéré quand j'étais très jeune. Bien sûr. Et comme vous le disiez du coup précédemment, votre engagement du coup est beaucoup lié à des défis et à des épreuves de votre vie que vous avez vécues tout au long. Et c'est un engagement du coup qui est public, mais du coup très personnel vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Et du coup, je voudrais revenir au fait d'assumer son homosexualité dans le monde politique, parce que je pense que c'est très intéressant d'en parler, et je pense que ça a été peut-être un grand point dans votre vie, un point central, parce que si je me trompe pas, dans les années, donc en 2000 d'ailleurs, on parle d'outing, du coup un journal gay qui du coup annonce votre homosexualité dans un jour, avant même que vous en parliez, ce qui a du coup été quand même, c'est d'une violence énorme, parce que vous en avez parlé à personne, j'imagine. Ah non, c'était plus compliqué que ça, parce que vous savez, moi, dès que je suis arrivé à Paris, je suis sorti avec un garçon qui était dans une radio qui s'appelait Fréquence Gay. Oui, tout à fait. Et qui était la première radio au monde homosexuelle à émettre 24 heures sur 24. Ah, la première, la toute première, qui a été un phénomène dans les années 80 énorme. Okay. Et j'ai été non seulement à votre place, j'étais journaliste bénévole, évidemment, tout était bénévole dans cette radio, et j'étais le directeur des relations extérieures de cette radio, et sous mon vrai nom. Okay, ce qui était rare, la plupart des journalistes, hormis certains qui vivent encore aujourd'hui, parce que malheureusement, sous la centaine de personnes qui y bossaient, à peu près 90 sont malheureusement morts du sida. Et il reste des gens comme Didier Varro, Alex Taylor. Didier Varro, c'est de France Inter, c'est le monsieur musique de France Inter, qui est très connu, un type formidable. Et Alex Taylor, un journaliste britannique, franco-britannique, qui était dans le service public avant. Et donc, je me suis retrouvé dans cette radio, donc j'étais quand même, j'étais connu dans le milieu gay un peu, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment dit officiellement. Les années ont passé. En plus j'étais très engagé. J'allais dans toutes les marches des fiertés. J'avais créé déjà élus locaux contre le SIDA, et on était pendant le Pax, et je devais dire mon homosexualité dans une interview qui serait banalisée au Monde, avec une journaliste qui s'appelait Clarisse Fabre, et un journaliste qui me voulait pas du bien à ce moment-là, elle l'a fait avant moi. Et c'était un peu terrible, parce que c'était un moment
où ACT UP menaçait de dénoncer un élu de droite, et donc j'étais élu de droite à ce moment-là, qui avait été à une manifestation homophobe de Christine Boutin. Et les gens qui ne me connaissaient pas ont fait l'amalgame. Et donc, j'ai dû, heureusement, tout de suite, j'ai évidemment dit qui j'étais, et tout le monde connaissait mes combats. Donc, personne n'avait de doute. Et évidemment que je ne suis jamais allé à aucune manifestation homophobe de ma vie. Mais ça m'a fait du mal parce que les gens qui ne me connaissaient pas, je n'étais pas connu du grand public à l'époque. Certains ont fait l'amalgame. Et pour certains, ça a continué parce que les gens lisent pas forcément les journaux et tout. Et ça m'arrivait des fois de me retrouver dans la rue. Puis des gens disaient, mais voilà, quelle honte, avoir été à une manif homophobe et tout. Et ça a été quelque chose d'extrêmement violent et d'extrêmement injuste, parce que j'étais au moment où j'allais le dire, parce que je trouvais qu'on était en plein Pax et que là, il fallait le dire. Delanoë l'avait dit peu de temps avant, qui était l'ancien maire de Paris. Et en fait, on m'a volé ma vérité. Et ça a été une violence qui était mon premier livre, ce que j'ai voulu raconter. Ça a été une épreuve particulière, vous voyez, avec le recul. J'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais c'est une qui m'a quand même beaucoup fait de mal. Justement, c'est cette question que je me posais, c'est comment on fait pour du coup gérer ces critiques, vous commenciez justement à rentrer dans la politique. Moi j'ai assumé tout de suite, c'est-à-dire que quand il y a eu ça, je suis tout de suite allé dans les médias pour dire oui, je suis homosexuel, mais il y a personne n'a à le dire à ma place, je devais le dire dans quelques jours. Voilà, mais le mal était fait parce que ça avait été extrêmement vicieux, parce que c'était dans un journal qui a priori n'aurait pas dû être vraiment connu. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, qui s'appelait Email, qui était un journal gay. Mais sauf que ce journal, il a été, comme par hasard, mis dans toutes les boîtes aux lettres de tous les journalistes de Paris, enfin tous ceux qui comptent. Et évidemment, en quelques heures, tout le monde voyait ça. Et alors, c'est un secret de polichinelle pour plein de gens, mais comme je ne l'avais pas dit officiellement, qu'à l'époque, dire, et d'ailleurs c'est toujours comme ça aujourd'hui, dire l'homosexualité de quelqu'un sans son accord, ça ne se fait pas, et heureusement, parce que beaucoup ont quand même des parcours compliqués, que c'est pas facile vis-à-vis de ses proches, de sa famille. Et donc voilà, moi ça a été fait dans les pires conditions au moment où j'allais le faire moi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai peu de temps après dit publiquement ma séropositivité, parce que j'avais pas du tout envie que on me vole de nouveau ça. En plus, c'est ce que je voulais dire depuis longtemps d'ailleurs, mais autour de moi tout le monde était contre. C'est pas facile dans ces années-là dire pour un homme politique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on est en 2024, aucun homme politique en France, et je ne sais pas ailleurs non plus, n'a dit sa séropositivité, qui reste fantasme. Enfin, les gens font des fantasmes autour de tout ça. Il y a tellement de sérophobie aussi. Il y a tellement. Toujours actuel. Parce que je pense que aujourd'hui, dire qu'on est politicien, élu et homosexuel, franchement, ça change pas. Enfin, c'est pas facile encore pour certains, parce qu'il y en a plein qui ne le disent pas encore, et donc il faut comprendre. Mais honnêtement, ça n'a plus rien à voir qu'il y a 20 ans, où on était dans une autre époque, où les choses étaient d'une violence inouïe. Par contre, dire sa séropositivité, ça c'est mon drame, moi aujourd'hui, parce que j'essaye de faire avancer les choses dans ce domaine. Je ne vous cache pas que je connais plein d'élus qui sont séropos, et je leur dis des fois, vous ne voudriez pas le dire, ah non, si je rends compte, c'est trop compliqué, etc. Et c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste parce qu'il n'y a pas de honte à vivre avec ce virus. Et malheureusement, on voit qu'il y a eu des progrès considérables dans la lutte contre le sida. La preuve, je suis toujours vivant aujourd'hui, mais que les progrès sociétaux ne sont pas là, et que dire sa séropositivité, c'est d'une immense violence dans la société. Et maintenant, ce qui est pire encore, dans le milieu gay, alors que quand moi j'ai connu les débuts du VIH, on était super solidaires, on avait tous nos amis qui mouraient, on les accompagnait. Il y a un changement du coup ? Oui, parce que quand un jeune apprend qu'il est séropos, s'il dit à ses potes, et je peux vous dire qu'avec les réseaux sociaux, je suis facilement joignable. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas un jeune qui me dit, je l'ai dit à mes potes, plus personne veut me voir, et c'est une horreur. Et aujourd'hui, vous voyez, ça devrait être, pas dire facile, parce que c'est quand même un virus pour l'instant qu'on a à vie, avec des traitements à vie, avec des contraintes, etc. Mais quand même, on peut vivre, on peut aimer, on peut avoir des enfants, la même espérance de vie, etc. Eh bien, ça reste difficile, et il y a un certain nombre de gays qui sont d'une intolérance incroyable, en plus plein qui ne savent même pas qu'aujourd'hui, un séropositif sous traitement qui n'a plus de charge virale, moi je ne peux infecter personne, même sans capote. Oui, mais plein de gens, vous le savez, mais les gens ne le savent pas, et dans le milieu gay, qui devrait le savoir peut-être un peu plus que les autres, eh bien même ça peut faire peur, et ça peut vous éviter des relations amoureuses, ça peut vous empêcher, c'est quand même d'une violence inouïe. Oui, complètement. Et justement, comme vous l'avez dit, du coup, c'est ça qui est dingue, c'est que vous êtes quand même le premier politique, l'homme politique à le dire et à l'assumer, et ça déjà, je trouve ça, c'est
incroyable et d'autant plus étonnant qu'il y ait si peu de personnes qui l'assument dans le milieu politique. Et je le rappelle, du coup, depuis 1995, vous êtes président fondateur des élus locaux contre le sida, ELCS, et ambassadeur d'une Île-de-France sans sida notamment. Et donc, comme vous le disiez, d'ailleurs, vous avez écrit Virus de vie en 2002 et vous êtes revenu dessus sur Survivant, mais 30 ans après le sida en 2016. Vous avez beaucoup vécu de sérophobie en tant qu'homme politique, même dans ce milieu-là, en dehors des... Alors, beaucoup... Enfin, comment c'est en tant qu'homme politique? Non, mais j'en ai eu. Bon, je vous dis, quand par exemple j'ai annoncé ma séropositivité, donc j'avais voulu le faire dans un livre parce que je ne voulais pas qu'on résume... vous savez, une interview, ça peut être bien écrite et tout, mais je voulais expliquer, je voulais expliquer pourquoi je le fais, etc. C'est important. Et puis, quelques jours plus tard, il y a une session au Conseil régional d'Île-de-France. Et manque de chance, j'ai une crise d'herpès à ce moment-là, et donc j'ai ma lèvre. Bon. Ouais. Et je vois j'arrive au Conseil régional et je vois déjà beaucoup de gens extrêmement gênés. Très peu qui viennent me dire bravo pour ce que tu as fait. Gêné de quoi? Gêné de ma déclaration. Et d'ailleurs, d'accord. Je me dis, Ok. Et une collègue que j'embrasse d'habitude, je n'aurais pas embrassé, j'ai une crise d'herpès, c'est pas totalement idiot même, et qui me dit non, tu peux pas m'embrasser. Je lui dis mais t'inquiète pas, je vais pas t'embrasser. Et cette même collègue, on se retrouve en commission. Et vous savez, j'ai toujours sur ma veste le ruban que j'ai depuis qu'il existe. Et il y a ma Légion d'honneur à côté. Et cette collègue me dit, mais comment tu peux mettre ce nœud à côté de la Légion d'honneur? Je lui dis, pourquoi? Je dis, c'est pas honteux. Je dis, au contraire, je suis plus fier de ce nœud, de ce combat que je porte collectif maintenant, au-delà de mon cas individuel. Elle me dit, mais non, c'est pas très décent de faire ça. Et bon, c'est vous dire, et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de réactions qui n'ont pas été forcément agréables, mais qui étaient surtout derrière. Et puis surtout, les gens pensaient que j'allais bientôt mourir. Même certains me l'ont confessé des années plus tard. C'est d'ailleurs ce qui m'empêchait à un moment de le dire aussi, parce qu'on voyait que tous ceux qui l'avaient dit à ces époques-là, en général, mouraient peu de temps après. Oui. Et il y avait une espèce de superstition, et c'est vrai que je l'ai eu un petit peu quand même, puis je me suis dit, bon, allez, sortons de ça, il n'y a pas de raison, puis j'ai bien fait, parce que vous voyez, je suis toujours là, et je pense que mon témoignage, à ce moment-là, il était important, et je le vois qu'il est toujours important, parce que quand je rencontre et je vais dans des associations de lutte contre le sida, je vois des personnes et souvent elles me disent merci parce qu'elles me disent nous on peut pas dire, nous on peut pas, mais merci parce que et puis vous nous donnez de l'espoir parce que nous on a 20 ans et puis vous êtes toujours là, vous avez quand même fait une carrière, même si elle aurait avec Sans Virus elle aurait été différente, ça c'est sûr. Parce que ça m'a empêché d'avoir des postes, ça m'a empêché un certain nombre de choses, ça c'est clair. J'ai fait peur avec ce virus. Mais en même temps, ce virus, il a été aussi une chance, quelque part, parce qu'il m'a appris à vivre autrement. C'est hyper intéressant ce que vous dites, une chance. Ouais. Oui, vous savez, dans tout malheur, il y a une chance. Et je peux vous dire que j'ai eu, comme chacun, parce que dans la vie, on a tous des malheurs. Le bonheur linéaire, ça n'existe pour personne. Oui, bien sûr. Mais chaque épreuve vous apporte quelque chose. Ça, c'est l'expérience et l'âge qui vous fait dire ça. Mais sur le moment, moi, ça m'a apporté de mieux profiter de la vie. Et j'ai fait des choses sur moi que j'aurais pas fait. J'aurais peut-être été en plus un sale type, politicard, voulant piquer la place des autres, toujours, etc. Moi, j'ai pas eu la notion de carrière, jamais. Parce que moi, je pensais que je connaîtrais même pas mes 30 ans. Et même aujourd'hui, vous savez, vous avez toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête parce que ce virus, il est là. Moi, il a quand même fait beaucoup de dégâts. Vous savez, moi, j'ai quand même vécu les traitements les pires. J'ai eu ce qu'on appelait l'AZT. C'est un traitement que vous preniez toutes les 4 heures, qui était affreux. Et j'en ai encore des crampes souvent la nuit aujourd'hui. Ça m'a fait des... Et ce médicament, vous imaginez, vous mettez dans la maladie en permanence puisque toutes les 4 heures, vous preniez votre traitement. Donc, ça veut dire qu'à 8 heures du soir, à minuit, à 4 heures du matin, à 8 heures. Donc, en général, vous couchiez pas avant minuit, c'était pas possible. Et puis à 4 heures du matin, quand vous mettiez le réveil pour prendre vos trucs, vous arriviez plus à vous rendormir. Et puis vous étiez dans vos trucs, quoi. Enfin, c'était une époque particulière, quoi. Donc j'ai vécu des choses, terribles, mais qui m'ont renforcé, qui m'ont donné un goût de la vie peut-être plus fort, un goût de me battre, peut-être totalement différent. Et si on fait le recul aujourd'hui, c'est si demain il m'arrive quelque chose, bon, j'espère ne pas souffrir surtout, mais si j'ai une crise cardiaque et tout, je me dis au final j'ai eu une belle vie. Et j'ai bien profité de la vie. J'ai eu de l'amour. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais d'histoire d'amour dans leur vie. Voilà. Donc, et puis, j'ai peut-être été utile sur certaines choses. C'est un petit caillou utile comme d'autres.
Et c'est très beau ce que vous dites d'ailleurs. C'est gentil. Je vous le dis. Et justement, alors c'est une question que je me posais. Bah justement, je le rappelle aussi, vous êtes président de l'ADMD, donc association président d'honneur maintenant. D'honneur, bien sûr. Ouais. Donc vous avez commencé en président de l'ADMD avant d'être président d'honneur. Donc association pour le droit à mourir dans la dignité depuis 2007. Ensuite réélu, donc ensuite président d'honneur évidemment. Et donc vous avez accompagné, et d'ailleurs on peut parler à ce moment-là du Serment de Berne, le livre que vous avez écrit dernièrement, ce qui est sorti en 2023, donc le plus récent, de la mort solitaire à la mort solidaire, édition L'Archipel, sorti en 2023. Et dans ce livre, vous racontez la manière dont vous avez accompagné énormément de personnes dans la mort. Et en fait, je voulais qu'on parle de ça, ça peut paraître bizarre comme question, mais de ce rapport à la mort que vous peut-être vous aviez. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans cette vision-là que vous avez eue? Parce que, comme vous le dites, dans les années SIDA, vous avez vu tout le monde mourir autour de vous. Même vous avez eu peur, vous pensiez d'ailleurs ne pas dépasser les 30 ans, vous voyez. Et vous avez aussi accompagné les gens dans la mort. Quelle est votre vision par rapport à ça? Quelle était votre vision avant et quelle est votre vision aujourd'hui? La mort, malheureusement, je l'ai eue très tôt parce que j'ai vu mon père, quand j'avais 14 ans, mourir. Et là, j'ai vu ce que c'était que la mort parce qu'avant et aujourd'hui, on voit très peu de gens mourir. On les voit très peu chez soi. Mon père est mort chez moi. D'accord. Et il est resté à la maison. Il n'est pas parti dans une morgue, etc. Il est resté 3 jours à la maison. Et donc j'ai dû m'apprivoiser à cette mort. Mon père on avait un petit café. Il était allongé dans ce café et nous on était dans la salle à côté et il fallait aller chercher des boissons dans le café régulièrement et c'était moi et au début j'avais une trouille d'un homme mort et puis je me suis apprivoisé, je suis allé, j'ai fini par aller l'embrasser, etc. Et oui, j'ai eu cette conscience qui a été très tôt de la finitude. Et je vous dis, pour moi je pense que ça a été aussi une chance parce que ça m'a appris à profiter mieux de la vie. Mais c'est quelque chose de violent, je dis pas que... et vous savez, Brigitte, je le raconte dans mon livre, Brigitte Lahaye m'avait fait mon ciel astral et il est entouré de la mort. Elle m'avait dit, tu es entouré de la mort. Et en même temps, elle me dit, tu auras quand même une vie passionnante. Donc c'est vrai que ça a été c'est compliqué, mais la mort, elle vous apprend plein de choses et l'accompagnement particulièrement. Vous savez, là, j'arrive de Dijon. J'étais à Dijon et c'est justement là que vivait Alain Coq, qui est le début de mon livre, à qui j'ai fait ce serment de Berne, à qui je me suis engagé de lui dire, jusque tant qu'il n'y ait pas une loi qui permettra aux gens de choisir leur fin de vie, je me battrai. Et j'ai retrouvé en même temps Cyril, qui était son aide-soignant et qui était avec moi quand nous l'avons accompagné. Et c'était intéressant parce que hier, quand on en parlait avec lui, il a été extrêmement marqué par cette mort. Mais marqué à la fois par de la tristesse, parce qu'il avait suivi pendant 10 ans Alain Coq, il s'en était occupé, il était donc très attaché à lui, mais en même temps, fort de ce départ qui a été un départ merveilleux, parce que cet homme n'en pouvait plus de ses souffrances. Il avait des douleurs physiques que personne ne pouvait soulager. Et donc, ce rapport qu'on a quand on accompagne quelqu'un de mourant est très fort parce que c'est d'abord important de le faire pour la personne que vous accompagnez, à qui vous avez le temps de dire toutes les choses, tous les mots d'amour, etc. Et puis vous, de voir la personne qui souffre tant, être libérée à sa demande et être joyeuse, parce que je vous assure que les gens, quand ils meurent dans ces conditions-là, ils sont joyeux parce qu'ils n'en peuvent plus. Il faut penser, quand on a des douleurs qui sont insupportables, eh bien c'est une richesse absolue. Donc quand on dit ah oui, vous vous occupez du sida, de la fin de vie, putain quelle vie vous devez avoir, pas du tout, parce que justement quand on sait en plus qu'on va mourir, on a une autre conception de la vie, on profite des moments et je pense qu'on a une autre relation avec les gens qu'on aime, parce qu'on sait que tout ça est éphémère et que tout peut disparaître. Vous savez, moi j'ai en plus perdu mon mari dans des conditions tragiques, qui était beaucoup plus jeune que moi. Là je me disais au moins il y en a un qui va pas mourir et il est mort. Et cette chance que j'ai eue, j'ai vécu 11 ans avec lui. Et heureusement qu'il avait, parce que lui avait aussi été frappé il avait eu un cancer malheureusement, et qu'il avait une conception un peu similaire de la mienne. Et je peux dire que ça a été terrible, cette disparition tragique, dans des conditions tragiques, mais on a vécu 11 ans intenses. Et donc, au final, eh bien, à la fois ce virus, à la fois le fait que j'ai côtoyé beaucoup et accompagné beaucoup de gens qui sont morts, ça me permet de vivre vraiment à pleines dents la vie.
C'est ok. Mais oui, mais en plus, je comprends, et en plus, vous savez, la fin de vie, c'est la vie. Oui, c'est la ça, vie c'est quelque part. vrai. Et je vous souhaite pas, parce que accompagner quelqu'un, c'est que ça vous arrive le plus tard possible. Mais moi, tous ces accompagnements, je peux vous dire que c'est un enrichissement. Moi, je suis en train d'écrire mes mémoires là en ce moment, et je vois à quel point tous ces gens que j'ai accompagnés m'ont donné une force extraordinaire. Donc c'est pas morbide du tout. Et non, bien sûr que non. Et c'est la vie, quoi. Il faut tous savoir qu'on est là. Dès que le jour où on est, de toute façon, l'issue, ça va quand même être la mort. Donc, essayons de faire de ce temps où on est ici, qui est pas simple, parce que si vous n'avez pas de croyances religieuses, etc., c'est pas facile de vivre, parce que ça paraît absurde de naître, sachant que le bonheur réel, ça n'existe pas. C'est des bonheurs, c'est des moments, mais c'est entrecoupé de plein de problèmes. Mais c'est ça la vie. Et c'est d'apprivoiser ça, et puis d'avoir de l'amour, parce que je pense que dans notre vie, l'amour, c'est ça qui est quand même un peu essentiel. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir plusieurs amours, mais d'avoir 2 très grands amours qui m'ont tellement enrichi, parce que vous savez, même quand les gens sont morts, le grand paradoxe, c'est que, quelles que soient d'ailleurs vos croyances, votre cœur, il est rempli de tout ce que vous avez vécu. Et ça vous fait vivre aussi. Bien sûr. Donc, vous voyez, il faut voir les choses peut-être un peu du bon côté, et puis continuer à avancer. Comme vous l'évoquiez dernièrement, vous parliez justement de votre mari qui est décédé en 2018 d'ailleurs, donc c'est Christophe Michel. Suite à sa mort, vous êtes engagé très fortement dans la prévention, lutte pour le chemsex. Est-ce que vous voyez des progrès notables depuis... Enfin, c'est quand même très actuel, j'ai l'impression. Enfin, peut-être que je me trompe, mais moi, ça fait vraiment pas longtemps que je suis au courant de cette pratique-là. Après, je pense que ça fait quand même peut-être très longtemps que ça existe. Donc c'est une nouvelle lutte qui s'ajoute à toutes vos luttes, c'est vrai. Et est-ce que c'est dur ? Est-ce que vous voyez des progrès, sachant que c'est tout nouveau ? Même je sais qu'il y a beaucoup, j'en parlais justement suite à ces recherches, plein de gens aussi ne sont pas au courant de ça. Sûr. Vous voyez ? Oui, c'est difficile, parce que d'abord mon mari est mort dans une soirée chemsex, et que c'est très violent d'apprendre ça, etc. Oui. Bon, et très dur. Et en plus, il est mort dans des conditions, et je pense qu'il n'aurait jamais dû mourir. Il y a des choses qui sont pas claires. Oui. Mais en même temps, le chemsex, ça fait 15 ans que ça dure en France. 15 ans, c'est venu d'Angleterre, des États-Unis. Donc, ça veut dire chemical sex, ça veut dire avoir du sexe avec des drogues, et particulièrement des drogues de synthèse. C'est très développé aujourd'hui chez les gays, mais ça se développe aujourd'hui chez les femmes. Il y a une étude de Dorian Sessa, qui est un médecin français de Lyon, qui nous dit qu'il y a 10% de femmes qui le pratiqueraient. Il y a une étude espagnole récente qui montre la montée en puissance des femmes dans le chemsex, et c'est aujourd'hui un phénomène dont personne ne parle, enfin très peu, à part quand il y a eu l'affaire Palmade, mais on en a très très mal parlé, parce que Palmade n'a pas causé cet accident parce qu'il faisait du chemsex, il a causé parce qu'il a pris des drogues et qu'il a pris son volant, et que quand vous prenez de l'alcool et quand vous prenez des drogues, et moi je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais par contre quand on conduit, on peut être un risque pour les autres, et il ne faut jamais conduire sous l'emprise de ces produits. Et donc le chemsex, on n'en a malheureusement pas beaucoup parlé, alors que Benyamina, qui est un professeur d'addictologie, qui a rendu un rapport au gouvernement il y a 3 ans, en parlant de la gravité de la situation, on lui parlait de 20% d'homosexuels qui pratiqueraient, 20%. Aujourd'hui, on est dans des études qui nous disent que 3 gays sur 10. Et c'est pas rien, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Et des gays qui souvent n'ont pas forcément les informations. Et c'est ça le problème, c'est que le rapport qui était remis au gouvernement, rien n'a été fait. La première des choses, c'était d'avoir une étude épidémiologique pour savoir combien de personnes en meurent, combien de comas, combien de suicides, parce qu'on se rend compte qu'énormément de gens se suicident. Rien n'est fait. Pas d'information, pas de prévention, pas de contrôle des produits, de testing des produits, etc. Pas de réduction des risques, donner les seringues et tout, parce que beaucoup de plus en plus font ce qu'on appelle du slam, c'est-à-dire s'injectent le produit avec des aiguilles. Mais c'est pas les héroïnomanes des années 80-90, c'est-à-dire des gens qui savent pas. Et donc, vous savez, quand vous injectez mal, vous pouvez faire des abcès, des infections terribles, etc. Et aujourd'hui, on est à un point que l'État ne fait rien, et que ce sont les associations qui font tout, et que par contre,
Paris. Et grâce à Anne Hidalgo, avec ma collègue Anne Souiris, et puis maintenant j'ai une nouvelle collègue à la santé, Anne-Claire Boux, nous on s'est engagés. On a créé un comité stratégique, on fait des campagnes, on essaye d'expliquer, parce qu'il faut déjà au moins donner les informations aux gens. Ouais. Et vous savez, sur le site de Paris, vous avez une carte interactive qui permet à toutes les personnes qui pratiquent du chemsex, si elles n'en peuvent plus, qu'elles ont besoin d'aller dans un endroit de groupe de parole, centre de santé sexuelle, toutes les adresses sont là. Si elles ont besoin de tester leurs produits, parce que les produits, vous savez, c'est beaucoup des drogues de synthèse, oui. Notamment la 3-MMC, mais il y en a plein d'autres, qui viennent souvent de Chine, d'Inde, des Pays-Bas, de Pologne, d'Espagne. On ne sait pas ce que vous recevez. Et d'ailleurs, une association qui s'appelle Teste ton produit, qui teste les produits, a rendu une étude il n'y a pas longtemps qui disait que sur les gens qui reçoivent de la 3-MMC, à peine 40% reçoivent le vrai produit. Ah d'accord. Donc vous imaginez comme c'est dangereux, parce que vous prenez des produits que vous combinez avec d'autres, et donc vous pouvez faire des overdoses sans le savoir. Et donc il faut permettre aux gens, on dit la drogue est illégale peut-être, mais on préfère quoi, que les gens meurent. Donc il faut qu'il y ait des endroits, et à Paris il y a des endroits où vous pouvez aller tester vos produits. Il faut qu'il y ait des endroits où vous puissiez avoir des seringues propres pour éviter de vous infecter au VIH et au VHC, à l'hépatite C. Voilà. Et aujourd'hui, à part à Paris est la seule collectivité, je dirais presque au monde. Il y a Amsterdam qui fait pas mal de choses. Moi je suis allé voir dans d'autres villes, à la demande de la maire, et même à New York. Je suis allé à New York où là c'est un phénomène énorme. Je suis tombé face à des élus qui me regardaient. Quand je leur regardais ça, j'avais l'impression de leur parler d'un truc qui n'existait pas, alors que ça fait beaucoup plus longtemps chez eux. Et c'est un peu, et moi je suis très en colère, parce que c'est un peu comme le début du sida. Vous savez, au début du sida, les politiques ne voulaient pas en parler. Vous savez, en France, François Mitterrand, qui était élu en 81, il a parlé pour la première fois du sida dans un discours officiel en 87. Et il a fallu attendre Chirac et Barzac pour prendre des mesures. Aux États-Unis, c'était Reagan. Pareil, en 87. Et pendant 6 ans, les associations ont dû se débrouiller toutes seules. Il était interdit en France, vous vous rendez compte, de faire de la publicité pour les préservatifs. Il était interdit de vendre librement des seringues jusqu'en 87. Pendant 6 ans, on a laissé les gens s'infecter sans leur donner les éléments. Et là, on est dans la même situation. Alors, on ne peut pas comparer, évidemment, mais en tout cas, sur le tabou qu'il y a chez les politiques, oui, il n'y a aucun ministre de la Santé. Moi, j'essaie d'avoir un rendez-vous avec le nouveau depuis qu'ils viennent de changer. Je devais voir le précédent quelques jours avant qu'il démissionne. Là, je n'ai aucune nouvelle. Alors, ils ont peut-être certes autre chose à faire, mais il y a un moment, quand même, ça devient scandaleux de laisser des gens sans information. Je trouve que c'est quelque part criminel. Et il y a aujourd'hui un tabou autour du chemsex qui est scandaleux. Et puis, vous savez, ce qui se passe chez les gays, souvent... après, ça va un peu dans les autres catégories de la population. Donc, je vous dis, les femmes, ça touche tout le monde. Voilà. Et donc, ce phénomène, j'ai un peu peur qu'on attende que vraiment tout le monde soit touché pour s'y intéresser. Et je trouve ça dégueulasse, parce que les vies des homosexuels, elles valent autant que les vies des hétérosexuels, et qu'il serait temps quand même que les pouvoirs publics se bougent. Bien sûr, merci. J'aimerais bien savoir... un moment, peut-être une anecdote, je sais pas, un moment où vous vous êtes rendu compte que tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez fait, les actions engagées, à quel moment vous vous êtes dit, là ça compte et là j'en suis fière. Un moment clé peut-être dans votre vie où vous vous êtes dit, ok, tout ce que je viens de faire, tout ce que je viens de vivre, là je ressens que ça compte. Alors, en 2005, quand j'ai obtenu que le sida soit grande cause nationale, je m'étais beaucoup battu pour ça. J'ai été le président du collectif cette année-là. Et c'est pendant 2 ans, j'ai essayé de persuader c'était Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre. Et je sentais que lui était convaincu, mais que tout son cabinet, personne n'en voulait. Et le jour où je l'ai convaincu, j'ai fait un truc incroyable qui l'a convaincu, parce que je savais que c'était un homme de communication. Je savais que c'était la dernière réunion où je voyais Raffarin avec ses collaborateurs et qui devait décider quelle serait la grande cause nationale dans les jours qui suivent. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et d'un seul coup, j'ai une idée. Je dis, je vais venir avec mes médicaments. Et à cette époque-là, j'avais 30 médicaments différents. Et donc, j'avais une enveloppe dans ma poche. Et il avait une table à Matignon, une table en verre. Et un conseiller commence à dire oui, enfin il y a des choses plus importantes et tout. Je leur dis non, en ce moment, et en plus avec la honte qu'il y a autour de cette maladie, et j'explose l'enveloppe, les médicaments vont partout. Je vous dis pas, tout le monde c'était un peu pas impudique, mais pour eux c'était très gênant, et je sentais même le Premier ministre un peu gêné, et les autres qui voyaient un cachet arriver presque près d'eux comme si ça allait les contaminer. Et je lui explique à quoi servent tous ces médicaments.
Parce que je lui dis, oui, il y a les antirétroviraux, mais vous, à cause de ça, j'ai du diabète, donc j'ai ci, j'ai ça, etc. Et là, j'ai vu dans les yeux du Premier ministre que je l'avais convaincu. Et ça a été un moment extrêmement fort pour moi. Et puis, il y a eu un autre moment d'une bataille que j'ai menée qui a été moins médiatisée, mais qui était très importante. C'est que jusqu'à il y a peu encore, quand vous mouriez et que vous étiez séropositif, on vous mettait immédiatement dans le cercueil. Les gens ne pouvaient pas vous voir, vous n'aviez pas le droit à des soins de conservation. Parce qu'on estimait que vous pouviez infecter, ce qui était totalement faux. Et ça a été un combat d'une... Jusqu'à quand ça a été le cas ? Il y a 3 ou 4 ans. Ah d'accord, donc c'est très récent. Et ça a été un combat qui pour moi a été d'une violence inouïe, d'autant qu'en plus, vous vivez ça dans votre chair, vous dites, mais même après la mort, vous êtes un paria. Ouais. Et d'avoir, au début, les associations de lutte contre le sida s'y intéressaient pas beaucoup. Hein. Et il y a eu un président d'ACT UP qui a vécu ça avec son compagnon qui est mort. Et là, dès qu'ACT UP se met à faire des trucs spectaculaires, ça a plutôt aidé. Puis Aide s'y est mis beaucoup après. Mais je peux vous dire, au début, j'étais un peu seul là-dessus. Et ça a été une joie parce que c'était tellement violent de penser que même après que vous soyez mort, vous n'étiez toujours pas un citoyen comme les autres. D'accord. Moi, ce que je veux savoir aussi, les leçons que vous avez apprises, avec tout ce que vous avez fait, je pense qu'il doit y en avoir tellement. Ouais, là, Mais peut-être rapide, quelles leçons vous avez apprises au fil des années en tant qu'homme politique et surtout militant social ? Non, mais d'abord, il faut jamais désespérer. C'est-à-dire que vous avez l'impression que... Tant de causes sont compliquées, vous voyez, sur la question de la fin de vie. Ça fait des décennies que je me bats, que je suis sur les routes. Vous voyez, en ce moment, je fais un tour de France jusque mai, au moins une fois par semaine, voire 2. Je vais là, j'étais à Dijon. Il y a quelques jours avant, j'étais à Auray. Avant, j'étais à Clermont-Ferrand. Là, je vais aller à Amiens. Il y a des moments où vous dites, c'est fatigant tout ça. J'ai plus 20 ans, moi. Enfin, et vous dites qu'à un moment, il y a des choses qui se débloquent. Et donc, sur cette cause-là, c'est pas le cas, mais je pense que ça va se débloquer. Et je l'ai vu quand j'évoquais, par exemple, le don du sang interdit aux gays. Ça a été une question sur laquelle je me suis aussi beaucoup battu. Il y a des moments où on se dit, on n'y arrivera jamais. Et puis, ça s'est fait. Le Pacs, ça a été un combat très difficile. Le mariage pour tous. Vous savez, moi, quand j'avais 20 ans, jamais j'aurais imaginé qu'un jour, je pourrais me marier. Jamais. C'était même pas dans nos rêves les plus fous. Il fallait apprendre à exister, à sortir du placard, et puis à se battre face aux préjugés et tout ça. Donc vous voyez qu'il faut toujours avoir de l'espoir, que même dans les combats qui paraissent les plus difficiles, même dans un moment noir comme aujourd'hui, quand on voit, pas dire que la situation mondiale aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la loi sur l'immigration, qui quand même est vécue pour des gens comme moi d'une manière extrêmement violente, hein, cette espèce de débat permanent autour de l'étranger, alors que l'étranger c'est souvent une grande richesse pour nous, et que s'il n'y avait pas eu des étrangers pendant le confinement, je sais pas comment la France aurait tourné, parce qu'il y a plein de boulot qu'on veut pas faire en plus, et au lieu d'avoir de la reconnaissance pour tous ces gens, on est là dans une espèce de discours d'exclusion, alors qu'on n'est pas le pays où il y a le plus d'étrangers en plus en Europe, hein, loin de là, et qu'on n'a pas été capable, comme une femme de droite, pourtant Angela Merkel, qui a su mieux porter ces questions dans son pays. Ouais, on peut paraître désespéré, mais en même temps, je dis, il y a toujours une lueur d'espoir, mais c'est pour ça qu'il faut jamais baisser les bras, et que, quelle que soit ma génération, mais la vôtre aussi, vous verrez qu'un progrès n'est jamais acquis. Alors, on a eu une chose extraordinaire ces jours-ci, qui a été la constitutionnalisation de l'IVG. Oui, bien sûr. Et qui là, vous donne de l'espoir. Être le premier pays à avoir fait ça, parce que ces derniers temps, le pays des Lumières, il donnait pas beaucoup. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose aussi incroyable. Imaginez, il y a 50 ans, quand Simone Veil proposait ça, qui aurait imaginé que ce serait dans la Constitution aujourd'hui? Et puis surtout que même ceux qui avaient l'air contre, vous voyez, une partie de la droite sénatoriale, etc., et que la plupart se sont dégonflés, que face peut-être à leurs filles, à leurs femmes, etc., des gens qui avaient l'intention de voter contre, souvent des hommes, l'ont pas fait, et qu'il y a eu à peine 10% du Congrès du Parlement qui a voté contre. Donc vous voyez qu'il faut avoir de l'espoir, et que ce combat-là, voilà, le combat sur la fin de vie paraît compliqué aujourd'hui, mais a priori la semaine prochaine le président va s'exprimer. Enfin, bon, il promet toujours, mais bon, là je pense que ça a l'air d'être assez sérieux. Bon, j'espère que ce texte va venir. Il faut avoir de l'espoir. Il faut faire attention à jamais humilier les autres, parce que moi, comme tout le monde, j'ai pu humilier des gens, j'ai été humilié.
Et je sais que quand on est humilié, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Notre dignité est importante, donc il faut. Je crois que ça, c'est une des grandes leçons, même si ça peut encore m'arriver parfois de faire voilà, dans des mouvements de colère, de gens qui ont peut-être pas été sympas, mais en même temps, ça, c'est aussi une leçon. Et je fais toujours attention à ça parce que je sais à quel point une des pires choses en tant qu'être humain à subir, c'est l'humiliation. Et ça, c'est peut-être une leçon dont j'ai tous les jours besoin de me rappeler, mais qui est importante. Et je suis très admirative, justement, quand vous parlez d'espoir et que il faut pas baisser les bras. Et vous n'avez jamais baissé les bras malgré tous les défis que vous avez pu vivre. Je suis très admirative de ça. Et en parlant d'espoir, c'est quoi vos espoirs et vos aspirations pour l'avenir de la société là, à venir? Mes espoirs, c'est qu'il y a de nouvelles générations qui vont continuer ces combats. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi un peu prendre un peu du champ, il faut aussi vivre. Hein, et moi, je souhaite maintenant être moins dans l'action directe et plus profiter aussi un peu de cette vie. Vous savez, quand on a vécu autant de décennies avec un virus, qu'on a eu autant de traitements, on ne sait pas comment ça va se terminer après. Et on se dit, tant que, vous savez, moi j'ai encore aujourd'hui l'envie de voyager, de m'amuser, etc. Et je me dis qu'il faut aussi que j'en profite. Et en même temps, je serai quand même un militant dans l'âme jusqu'à la fin de ma vie. Je serai sûrement plus élu parce que je pense qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Mais militant, je le resterai toujours. Et j'espère, voilà, et j'en suis sûr, parce que je vous dis, il faut pas jouer au vieux con, mais les jeunes générations, elles s'investissent, regardez les mouvements pour le climat, etc. Voilà. Et il faut au contraire les encourager, parce que je vous dis, même dans la période la plus sombre, et on est dans une période très sombre, vraiment très très sombre, où tout peut arriver. En Europe, les populismes gagnent partout. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, il y a quand même de grandes inquiétudes avec les élections présidentielles américaines. On a quand même l'Italie aujourd'hui qui est passée à l'extrême droite. On a la Hongrie qui est à l'extrême droite. Et en France, on a des sondages qui nous disent qu'aujourd'hui, s'il y avait une élection, ce serait l'extrême droite qui gagnerait. Et ça, c'est contre lequel Enfin voilà, c'est le combat aussi suprême, parce que partout où aller l'extrême droite, même si elle se donne de bons sentiments, on voit bien ce qu'elle fait. La première des choses, elle s'attaque aux migrants. C'est tellement facile de s'attaquer aux étrangers. La deuxième des choses qu'elle fait, elle s'attaque aux femmes. Et la troisième, elle s'attaque aux personnes LGBT. Donc, et regardez, partout, c'est partout pareil. Ce que fait Poutine, c'est exactement ça. Ce que font les Chinois, c'est exactement ça. Ce que dit Donald Trump, c'est exactement ça, parce que la première chose qu'il veut faire, c'est supprimer l'avortement dans son pays, et les droits des LGBT dans la foulée. Donc il y a un moment, vous voyez, ça c'est vraiment des inquiétudes, et c'est pour ça que le mouvement aujourd'hui des jeunes est important. Il faut vraiment se battre, parce que c'est vous qui allez peut-être vivre ça, et que en même temps, il faut jamais quand même baisser les bras. Vous savez, quand on voit ce qui s'est passé il y a une semaine à l'enterrement de Navalny, l'opposant russe qui a été certainement assassiné par sur les ordres de Poutine, et qu'on a vu des gens, et beaucoup de jeunes, je ne sais pas si vous avez vu les images, qui sont allés à son enterrement, et qui continuent à aller autour de sa tombe, avec la police qui les photographie les uns après les autres, et qui les arrête après, et que vous voyez toutes ces femmes, tous ces hommes qui parlaient dans les médias, et les nôtres, parce qu'évidemment là-bas, personne ne voit en Russie, à la télévision russe, ce qui se passe, mais ils sont rusés, les Russes aussi. Ils voient les réseaux sociaux, ils ont réussi à un peu voir, et c'est se dire, voilà, des gens qui sont dans une vraie dictature, avec un fou furieux qui met en prison tous ses opposants. Il n'y a plus une association de droits humains, Mémorial qui a été une des dernières, il n'y a plus une association LGBT qui a pignon sur rue en Russie. Eh bien, il y a quand même des gens qui sont prêts, et peut-être qu'à un moment, ils vont réussir à casser ça, comme on l'a toujours vu, parce que les dictatures, à un moment, elles finissent par disparaître. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a plus de dictatures et plus de gouvernements populistes que de démocratie. Et donc, c'est le défi de votre génération. Et ça, il faut l'avoir. Moi, jusqu'à mon dernier souffle, évidemment que je me battrai aussi là-dessus, mais c'est maintenant à vous aussi à prendre ce relais-là, et à dire que la société que vous voulez, c'est une société qui a une place pour tout le monde, voilà, et qui respecte tout le monde. Et donc, vous envisagez du coup votre héritage politique et social pour les générations futures comme ceci. Pour vous, ce sera
Vous l'envisagez comment exactement? J'envisage que il faut donner le relais. Par exemple, moi, à la DMD, j'ai arrêté la présidence parce que je souhaitais que, tout en continuant à être militant et en faisant des réunions, en allant sur le terrain, mais j'estimais qu'il fallait qu'il y ait une autre génération. Et je pense que c'est un peu pour ça. En politique, pareil, il faut préparer la suite. J'ai pas encore un âge canonique. C'est vrai que les gens, quand on voit l'élection présidentielle américaine entre, je sais plus, 78 ans et 81 ans, mais je pense que c'est pas raisonnable en soi. On peut d'abord vivre, penser à vivre, parce que la mort s'approche quand même à ces âges-là. Mais on peut continuer à être militant sans être forcément président des États-Unis, sans être maire adjoint de Paris ou sans être je sais pas quoi. Et ça, dans la politique, ils sont pas toujours prêts à ça. Il y a eu Bertrand Delanoë qui a été l'ancien maire de Paris, qui lui a dit un jour j'arrête après mon 2e mandat et je ne reviendrai pas. Et je peux vous dire que il n'est pas revenu et en même temps il fait toujours des choses. Et moi, il y a 3 jours, j'étais dans le 13e arrondissement, je faisais une réunion sur le droit de mourir dans la dignité et Bertrand Delanoë est venu parler et est venu montrer sa force et les gens étaient heureux de voir que ce type-là continue. Il est pour ce combat-là et on peut être utile autrement. Je pense qu'il faut, avec les âges, il y a des avantages et des inconvénients et il faut aussi adapter et ne pas... moi, j'ai pas envie d'être à 75 balais en train de me battre pour avoir une nouvelle place sur une liste à Paris, quoi. Jean-Luc Romero-Michel, vous voyez où dans 5 ou 10 ans? Alors moi, je me vois entre mon Pas-de-Calais natal, Béthune, bien sûr. Où j'ai ma maison d'enfance. Et vous savez, vous m'auriez dit ça il y a 10 ans que j'avais envie de vivre à Béthune, je vous aurais dit n'importe quoi. Mais maintenant, je m'y vois. Et puis la Thaïlande, puisque j'ai choisi, j'ai acheté un appartement en Thaïlande. Et donc, je me vois vivre 6 mois l'hiver ici en Thaïlande là-bas, revenir l'été ici. Et puis continuer à écrire. J'ai écrit 13 livres. Là, je suis en train d'écrire mes mémoires pour dans 2 ans. Et puis, mon rêve, c'est de réussir à écrire un roman. C'est vrai ? C'est ça mon grand rêve. Je ne sais pas si je suis capable de le faire parce que jusqu'à présent, j'ai écrit que des essais, des choses aussi sur ma vie, donc c'est assez facile entre guillemets. Ce serait fictif. Mais voilà, un vrai. Mais j'ai envie d'écrire mon rêve. Mais je ne sais pas si je suis capable. C'est génial. Mais c'est mon rêve. Mais pour ça, il faut avoir du temps. Oui, et le fait de prendre votre retraite, c'est le luxe absolu que vous avez, c'est de prendre votre temps. Moi, quand je suis en vacances et que je décide de ne pas me mettre d'obligation, de dire il faut que tu ailles visiter tel musée, tel truc, etc. Maintenant, c'est fini, je fais plus ça. Moi, je me réveille quand j'ai envie. Si j'ai le temps de faire des trucs, c'est bien. Si j'ai pas le temps, on fera autre chose, on le fera le lendemain. Et ça, c'est un luxe fantastique. Et je pense que écrire un roman est pour moi le rêve suprême. Et je vous dis, je ne sais pas si je serai capable de le faire, mais peut-être que quand vous serez dans une autre radio, un journal ou une autre télé dans 15 ans... Je vais vous interviewer pour votre roman. Vous m'interviewerez pour mon roman et vous me direz, vous m'aviez dit que vous rêviez, que vous avez réussi à le faire. Donc voilà, mais peut-être que je n'arriverai pas à le faire. Mais en tout cas, je vais essayer. Je vous le souhaite. Parce que j'ai quelques idées. Des fois, je commence à écrire des petits trucs. Mais je veux me... Voilà. Et je pense que le premier jour où j'arrêterai, parce que s'arrêter quand on a une vie comme la mienne, où, vous voyez, en plus, moi, je suis quasiment un jour par semaine en province. Enfin, je fais tellement de choses que je sais que ça peut quand même être compliqué. Donc, je ne pourrais pas m'arrêter de tout. C'est pour ça que je continuerai à être militant. Et je pense que l'écriture peut être aussi un moyen de faire des choses. Puis peut-être aussi de faire à ce moment-là des livres qui pourront être aussi utiles. Aussi sur ce qu'on vivra. Et j'espère pas le pire. Et de militer. J'ai plein de combats qui sont pas finis sur les drogues. Moi, je veux qu'on arrive un jour à dépénaliser les drogues parce que je trouve que c'est la seule solution d'avoir une politique responsable des drogues. Ce combat, je l'ai un peu mené, mais pas comme il faut. Peut-être que j'aurai du temps pour le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais au Portugal voir un peu comment ils ont fait, parce qu'ils ont dépénalisé toutes les drogues au Portugal. Et je veux m'imprégner de comment ils ont réussi, parce qu'ils ont des résultats spectaculaires, alors que nous, on est dans une pénalisation terrible. On n'a jamais eu autant de personnes qui prennent des produits, autant de trafic, etc. Donc, on voit bien que ça marche pas, mais on continue à s'obstiner en disant faut mettre en prison, et sans réfléchir et puis en stigmatisant le cannabis, qui est le produit, c'est pas moi qui l'ai dit, le moins dangereux de tous les produits psychoactifs. Et donc, on peut pas faire entendre à un petit jeune qui prend 30 joints par jour à 14 ans que ça va être mauvais pour son
cerveau quand il voit son père se saouler au Ricard ou au whisky et presque tabasser sa mère. Et lui, il se dit, moi, je suis tout calme, comment ça se fait? Donc, on voit que si on veut un jour faire comprendre aux plus jeunes que fumer beaucoup de cannabis, c'est pas bon quand on est très jeune, mais qu'après, fumer du cannabis de temps en temps, comme on boit un verre de vin ou une coupe de champagne, à partir du moment où on n'est pas dans l'addiction, c'est pas plus dangereux. D'ailleurs, c'est même moins dangereux, puisque le professeur Roch avait classifié les produits psychoactifs dans 3 catégories. La plus dangereuse, c'est l'alcool et l'héroïne, et la moins dangereuse, c'est le cannabis. Donc voilà. Et ça, c'est un des combats aussi que j'ai pas pu mener. Enfin, j'en parle, mais peut-être que ça va être dans des associations où j'aurai envie de m'impliquer, parce que je suis fou qu'on n'arrive pas à avoir un débat sur ces questions-là dans notre pays. J'allais vous demander, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer cette émission, mais j'imagine déjà écrire un roman. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. De l'amour, comme tout le monde, parce que c'est ce qui exalte. Et puis, avoir encore au moins quelques années où je puisse avoir de la santé pour pouvoir mener ces projets, pour pouvoir voyager, parce que j'ai toujours le goût du voyage. Et pour ça, il faut être en forme physique, et que ce virus m'a quand même posé beaucoup de problèmes et m'en pose beaucoup. Et mon espoir, c'est pour ça aussi que je veux pas m'arrêter trop tard, parce que je veux profiter de ces années-là, parce que je sais forcément que mon corps est plus usé qu'il ne l'est d'autres parce que moi j'ai quand même eu des molécules depuis 35 ans plus très violentes, qui font du mal, ils font du bien, ils me sauvent, mais en même temps ils détruisent plein de choses et ils vous donnent en plus des pathologies. Moi j'ai quand même du diabète que j'aurais pas dû avoir, mais que j'ai eu à cause de ces traitements. On sait que le diabète, c'est pas non plus en vieillissant très pratique. Donc voilà, c'est me souhaiter de pouvoir être en forme pour mener aussi des projets de vie, parce que je pense que j'ai aussi les combats collectifs, je continuerai de toute façon quoi qu'il arrive toujours, mais j'ai aussi le droit d'avoir un peu du temps pour moi, pour m'amuser, pour voir les gens que j'aime et profiter de la vie. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie pour avoir cet échange. Je suis vraiment très contente d'avoir eu cet échange avec vous. C'est un plaisir. Et je suis très admirative de votre engagement et vous méritez en tout cas de prendre votre temps, comme vous le dites, et d'écrire ce roman. Merci beaucoup Jean-Luc Michel Romero. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. C'était Portrait, le second. Je vous invite à suivre Hugop Radio, s'intéresser à Jean-Luc Romero Michel évidemment et tout son travail, ses engagements. Vous pouvez aller voir un peu partout, on le retrouve de partout et très facilement sur internet. Évidemment, suivez-nous sur Hugop Radio, la web radio du 12. C'était Rosie à l'antenne. Je vous dis à bientôt. Merci à l'équipe technique, merci Mathéo, merci Chloé, merci Samuel, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.